Bonjour à tous, je m'appelle Farah Laoufi, j'ai 20 ans et suis étudiante en LEA à Montpellier. Ce sont les informations basiques que je pourrais utiliser pour me décrire, celles qui me permettent de rentrer dans un moule. On peut donc s'interroger sur qu'est-ce qu'un moule. Un moule, pour certains, ça apporte une stabilité, une certaine normalité. Pour d'autres, rentrer dans le moule signifie la fin de leur créativité. On peut donc s'interroger, est-ce que rentrer dans un moule est toujours péjoratif? Est-ce que cela nous rend, comme la population dans 1984 de George Orwell, totalement annihilés? Ou bien, est-ce que cela a du positif? Nous tâcherons de répondre à cette question après que Mika se soit présenté. Bonjour à tous, et merci à l'IMT Lille-Douai de nous avoir proposé de faire ce TEDx. Alors, je me présente, je m'appelle Mickaël, j'ai 20 ans et je suis actuellement élève ingénieur. Alors, comme vous tous, j'ai fait quelques années de prépa. Alors, j'en ai fait 3 pour ma part, mais bon. Et j'ai aussi décidé de m'intéresser au milieu militaire parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai fait plusieurs stages dans l'armée et le métier de militaire, il a des grandes différences comparé au métier de civil. Alors, certains hésiteront peut-être en premier le dévouement de nos militaires comme particularité. D'autres, ils pourront citer l'action ou le danger des missions qu'ils effectuent tous les jours. Mais je pense que le trait principal qui va ressortir d'un petit sondage que je ferai chez vous, ça serait surtout l'aspect physique de la carrière de militaire. Alors cet aspect, il est réel et il ne peut pas être négligé. Même pour le cas d'un pilote, un pilote, il est avant tout un soldat. Et un soldat, c'est avant tout quelqu'un qui a besoin d'une condition physique. Et si je vous demande quelle est l'image d'un soldat que vous avez en tête, je pense que vous verrez sûrement quelqu'un en train de courir avec un casque lourd sur la tête, ou alors une jeune recrue en train de faire des pompes pour je ne sais quelle raison, avec un instructeur taillé comme une armoire à glace en train de lui gueuler dessus. Alors ces images, elles sont pas anodines, parce que quand on voit des gens en train de courir avec un treillis, c'est vraiment l'image principale du militaire. Et ça montre qu'il y a un point commun au fait d'être militaire à toutes les spécialités. Et ce point commun, c'est l'effort. Et cette notion d'effort et de dépassement de soi, elle est primordiale parce que c'est quelque chose qui va unir tous les grades, toutes les spécialités dans l'armée. Et c'est normal parce qu'on partage tous les mêmes valeurs, le même drapeau. Et c'est important d'avoir des points communs dans ce métier. En effet, nous avons le même drapeau et les mêmes couleurs. Cependant, le sentiment national peut être aussi ce qui nous sépare. Étant moi-même enfant d'immigrés, père algérien, mère italienne, j'ai souvent connu cette différence. Peu importe de quel côté de la frontière j'étais, on me disait toujours de rentrer chez moi. Je suppose qu'avec cette philosophie, j'étais censée vivre au fond de la Méditerranée. La plus grosse différence que j'ai pu expérimenter, ça a été aussi avec la religion. J'étais au lycée et au collège la seule arabe slash musulmane et lors des attentats du Bataclan, on m'a demandé de passer au tableau et d'expliquer que je n'étais pas une terroriste. Ce fut en soi l'un des plus grands dépassements de soi que j'ai eu à effectuer. J'avais 16 ans et devoir passer devant 30 personnes afin de défendre ma foi et mes origines. D'un autre côté, la citoyenneté est aussi quelque chose qui nous unit. Comme récemment, 2018, quand on a gagné la Coupe du Monde. J'étais sur le champ de Mars le 14 et le 15 juillet. Pourtant, l'ambiance était radicalement différente. Le 15 juillet, peu importe la couleur de peau, le sexe, le genre ou quoi que ce soit de l'autre personne, tout le monde se faisait des câlins, tout le monde se couvrait dessus et tout le monde était là pour la même chose. Il y avait une ambiance galvanisante. Qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'était lorsque mes amis et moi, on a rencontré un couple d'Américains qui sont venus vers nous nous demandant si on avait vu leurs enfants. On leur répondit que non. Et on leur demanda ce qui se passait. Ils nous avaient répondu après que leurs enfants étaient assez grands, ils finiraient par les retrouver. Et ce jour-là, en rigolant, on leur demanda s'ils pouvaient nous adopter. Et ils nous ont dit oui. Ils nous ont nourris sous la chaleur accablante. Et tout le long du match, on les a appelés mom and dad. À la fin du match, leurs enfants sont arrivés et on a tous célébré. Et à ce moment-là, on n'était pas juste des Français et eux des Américains ou des étrangers. On était tous réunis pour la même chose et on ressentait tous la même attitude galvanisante et la même joie. J'avais une cheville cassée à cette époque-là et les gens qui voyaient ça m'ont aidé à marcher. Et c'est comme ça que ne pas se préoccuper de la nationalité, couleur de peau, genre de l'autre personne peut nous aider à nous surpasser. L'aspect physique peut aussi être quelque chose qui nous aide à nous surpasser. N'est-ce pas, Mika? Tout à fait, et un dépassement du corps peut passer par de multiples méthodes.
Alors, l'armée, elle a déjà eu le temps de les tester avec, ces centaines d'années d'existence. Donc, on a, en première méthode, la privation de sommeil et de nourriture. Ça marche souvent bien pour le début d'un agressement militaire. On peut aussi avoir, les séances sportives, donc, de la méthode physique pure qui, elle, fonctionne très bien pour vous fatiguer. Ou alors parfois, on peut carrément tout combiner et vous priver de nourriture, de sommeil et vous faire courir, pendant des heures durant. Alors, pendant un agressement militaire, ça arrive souvent qu'on nous fasse faire, 6 à 8 heures de sport, d'affilée avant d'enchaîner sur une nuit blanche à marcher dans la nuit en course d'orientation, puis après réenchaîner sur une nouvelle journée et ça pendant des semaines. Alors on pourrait se demander pourquoi l'armée s'amuse à faire ça, à des jeunes de 20 ans. Alors, souvent on nous apprend, en fait, à dépasser nos limites. Donc, on nous dit beaucoup de phrases qu'on appelle mythos pendant l'intégration. Donc, ça serait, «Une pinte de sueur économise une goutte de sang». Ou alors, la plus importante: «Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné» de Georges Guynemer. Alors, ces phrases, elles prouvent que ce qui est important, c'est surtout de forger son mental via le physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial puisque dans le hasard des missions d'un militaire qu'il aura affronté par la suite, il n'aura jamais les mêmes situations que celles qu'il a déjà rencontrées. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un mental fort pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Et ça passe grâce à l'aguerrissement physique. Alors, vous avez déjà fait de l'agressement mental, pendant vos années de prépa, à passer, 2 ou 3 ans à travailler sur votre physique, 2 à 3 heures, tous les soirs après avoir fait 8 heures de cours. Mais on peut aussi avoir cet aguerrissement uniquement avec un aspect, physique et c'est ce qu'on peut retrouver dans différents métiers comme, les métiers d'athlète, de pompier et suite à cela, ceux avec qui vous allez vous dépasser, ils vont devenir comme une deuxième famille pour vous. En effet, en sociologie, il y a cette notion de socialisation primaire et socialisation secondaire. La socialisation primaire, qu'est-ce que c'est? C'est la famille. La famille, ce sont littéralement les premières personnes que l'on rencontre en arrivant sur Terre. Ce sont nos ancres. C'est avec eux qu'on apprend les choses les plus importantes par la suite. On apprend en effet à marcher avec eux, à faire, faire les lacets de ses chaussures, etc. On rencontre aussi nos parents éloignés par la suite, et c'est en soi un premier dépassement de soi. Ça fait quelque temps qu'on est sur Terre, tranquillement dans notre berceau, et de là, de nulle part, on a 14 têtes qui arrivent au-dessus de nous, se présentant comme mamie, papy, etc. Et pourtant, on trouve le courage de finir dans leurs bras et de les regarder. Bon, vous allez me dire que je force un peu. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a 14 jours? Partir en courant pour éviter les bisous baveux de mamie? Non. Je suppose que vous aimez tous être sous la couette et regarder Netflix ici, surtout avec les confinements qu'il y a eu. Prenez ça comme une métaphore. Votre lit, c'est votre berceau, Netflix, c'est votre mobile, et vous le regardez tourner pendant que le temps passe. Sauf que cette fois-ci, personne ne viendra se présenter à vous pour vous sortir de votre torpeur si vous ne le faites pas. Vous allez me dire, «Bah, Mika, moi je suis bien sous ma couette devant Netflix, pourquoi est-ce que j'aurais envie de me dépasser? Ça sert à rien». Moi, je vais vous répondre que dans l'armée, même les secrétaires, elles suivent un entraînement physique. Alors vous pourriez vous demander pour quelle raison est-ce que les secrétaires auraient envie de suivre un entraînement physique. Vous pourriez aussi vous demander pourquoi certaines personnes décident de s'inscrire à un marathon du jour au lendemain. Pourquoi certains se motivent à faire 12 heures d'Ironman, une course extrêmement difficile de souffrance pure et dure. Alors moi, je vais surtout vous poser la question, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? L'armée, elle s'est déjà rendu compte que lorsqu'on a un dépassement d'un groupe, un dépassement collectif, on a la création de ce qu'on appelle la cohésion. Alors c'est une valeur extrêmement importante. Souffrir ensemble, ça nous permet de nous rapprocher parce qu'on est tous face à un seul objectif. Si vous couriez un marathon, vous vous rendriez compte que la plupart des gens autour de vous se motivent tous entre eux, tout le monde partage la même douleur, et on a tous envie de se dépasser et de se surpasser ensemble, et tout ça dans l'entraide, ce qui crée vraiment un sentiment d'appartenance à un plus grand groupe. Alors, on a tous déjà ressenti de l'empathie sur un plan individuel, mais ça ne nous a jamais poussé à agir, ou alors très rarement. Alors que quand il s'agit d'un dépassement commun, personne ne peut s'arrêter, personne ne peut rester passif. Ce qui compte, ça devient les limites du groupe. Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, tout ça, personne n'a plus rien à faire. Ce qui compte, c'est se dépasser et c'est faire ce que le groupe veut que vous fassiez. Il n'y a plus aucune limite extérieure, plus aucune influence, rien. Maintenant que nous avons compris pourquoi l'armée s'amuse à faire ramper des jeunes de 20 ans dans la boue en leur criant dessus, je vais répondre à la dernière question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous devriez vous dépasser? Alors tout d'abord, pour la même raison que Yes Theory le prône, pour sortir de sa zone de confort.
Sortir de sa zone de confort, ça vous permet de vous découvrir vous-même, et de ne pas vivre dans le moule décrit par Farah. Une vie en restant dans ce moule ne vous apporterait pas grand-chose et sortir de votre zone de confort, ça vous permettra à vous aussi de vous découvrir. Il y a aussi, pour cela un moyen, physique, donc de toucher ses limites. Aucun moyen n'existe pour connaître ses propres limites si on ne les approche pas du doigt. C'est pour ça que c'est aussi très important de tenter de faire des choses extraordinaires que vous ne pensiez pas possibles, vous connaître vous-même et cultiver votre confiance en vous-même. Quiconque fait des choses pareilles ressortira forcément fier de lui et heureux. Dans tous les cas, ça sera une réussite. J'ai couru l'année dernière un marathon alors qu'il est difficile de trouver quelqu'un plus nul que moi en course. Et la seule chose dont je me souviens de ces heures de souffrance désormais, c'est la joie que j'ai éprouvée à la fin et la fierté d'accomplissement, quelque chose que je ne pensais pas possible. Je garde aussi un immense souvenir de la souffrance collective, de la joie que j'ai ressentie en voyant les autres coureurs faire la même chose que moi. Un seul croisement de regard suffisant à nous signifier la douleur qu'on éprouvait, mais aussi la fierté d'avoir accompli tout cela tous ensemble. Pour moi, une vie sans fierté ou sans accomplissement n'est pas une vie complète. Et je pense que pour vous aussi, et je vais aussi laisser Farah vous expliquer un de ses grands accomplissements qui a beaucoup touché. Le plus grand effet papillon de ma vie fut en 2018. J'étais une personne hyper timide. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une chaîne YouTube, Yes Theory. Leur devise est de seek discomfort, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Au début, je regardais juste en boucle leurs vidéos, en me disant ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir cette vie. Jusqu'au jour où ils ont créé un groupe Facebook pour que les gens se rencontrent, les membres de leur communauté. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Michael. C'est comme ça que fin mai 2018, je me suis retrouvée devant Notre-Dame, à Paris, à rencontrer une vingtaine d'inconnus. J'étais terrifiée à cette idée. J'avais toujours vécu dans ma petite routine de école, maison, dodo. Et je m'apprêtais à bouleverser ce train-train quotidien. En arrivant là-bas, il y avait deux gars qui parlaient pas du tout français. Et j'avais toujours eu un bon niveau en anglais, mais j'avais peur de paraître ridicule avec notre accent bien de chez nous. Ce fut ce jour-là la première peur que j'ai dû me forcer à surmonter. Et au lieu de se présenter tour à tour comme des gens normaux, on a décidé d'aller faire des câlins à des inconnus à Paris. Le Parisien est l'espèce la plus dure à attraper. Il marche plus vite qu'un guépard court. Pourtant, après avoir trouvé mon Parisien et avoir fait un câlin qui en soi est un acte relativement intime, on est collé à une personne pendant une certaine durée de temps. Je me sentais sans inhibition, beaucoup plus légère. J'avais fait un câlin à un Parisien à Paris, je pouvais conquérir le monde. Et c'est avec cette petite euphorie qu'on a tous décalé vers 17h vers un bar, parce qu'on perd pas le nord. Je suis du sud, 17h, c'est l'heure de l'apéro. Et en repartant chez moi à Montpellier, en une après-midi, j'avais l'impression d'avoir créé des liens plus puissants avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes que je connaissais depuis plus longtemps. On parlait d'étapes avant. Je vais vous raconter comment un simple message m'a fait passer de devoir passer l'été seul à Montpellier à faire 5 pays en 5 jours, un tour de France et rencontrer plus de 300 personnes en un seul été. Sur le dit groupe, une fille m'a envoyé un message pour organiser une soirée à Paris le 29 juin 2018. J'ai répondu que si elle pouvait m'héberger jusqu'au 1er juillet, le temps d'avoir assez d'argent pour rentrer chez moi, je viendrais avec plaisir. Elle m'a dit que je pouvais rester chez elle autant que je le voulais. J'ai donc lancé mon premier pari. Tant qu'on gagnait des matchs de Coupe du Monde, je restais à Paris. On jouait face à l'Argentine, je pensais que j'allais rentrer en 2 jours. Et là, grâce à second poteau Pavard, on se retrouve qualifié et je reste à Paris. J'ai passé 3 semaines à rencontrer tellement de gens, avoir beaucoup d'adrénaline, que pour la demi-finale, j'ai jugé être une bonne idée lorsque on a marqué de sauter sur un bus et de me casser la cheville et de refaire un pari. Si on gagnait la Coupe du Monde, je prenais TG Max et faisais un tour de France en me faisant seulement héberger par des inconnus. Le reste est rentré dans l'histoire. Une cheville massacrée plus tard, 2 étoiles sur le maillot plus tard, j'étais sur la route, ou du moins sur les rails. En parlant de sacrifice, on m'a souvent reproché de trouver un hôtel trop facilement, c'est-à-dire de trouver quelqu'un pour m'héberger. Du moins, c'était ce que je postais sur Instagram. J'avais envie d'inspirer d'autres personnes à le faire. Si moi, j'arrivais à trouver quelqu'un chez qui dormir sans trop galérer, pourquoi pas les autres? Sauf que ce n'était pas vraiment la réalité.
J'ai souvent galéré, je me suis retrouvée dans des gares paumées en France ou dans d'autres pays, sans avoir rien à manger, sans avoir aucun argent sur moi et devoir y passer la nuit. Pourtant, ça m'a endurcie. Je ne pensais pas avoir la possibilité de réussir quelque chose par moi-même. J'étais généralement ce genre de personne au lycée qui disait je tape, tu parles. Et grâce à ça, je me suis retrouvée à faire les meilleures rencontres de ma vie et de me prouver que j'en étais capable. C'est comme ça qu'après un mois entier à faire le tour de la France, je me suis retrouvée à Lille et j'ai décidé qu'il était temps d'aller rappeler à nos amis belges qui avaient gagné la Coupe du Monde et de partir un petit peu sur un coup de tête en Belgique, ce qui devait être un petit voyage de une journée à Bruxelles, s'est retrouvé à moi qui en 5 jours fait Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Hongrie, le tout sans rien payer et juste en rencontrant des étrangers et en allant parler à d'autres personnes. C'est comme ça qu'un simple message m'a permis de changer ma vie et gagner la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que l'aventure peut se présenter à vous sous différentes formes. Le développement de soi, c'est se dire qu'on en vaut assez la peine et de saisir la moindre occasion quand on la voit. Un petit effort peut nous emmener loin. La vie est un enchaînement d'étapes plus ou moins importantes. À vous de savoir saisir la chance quand elle se présente à vous. Maintenant que nous espérons vous avoir convaincu de l'utilité de ce dépassement de soi, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour atteindre ce dépassement. La première étape, elle peut sembler assez anodine, mais elle est assez importante, c'est de trouver l'objectif qui vous correspond à vous. Si vous voulez vous fixer un objectif qui vous plaît assez peu, vous n'aurez pas la motivation pour l'atteindre, donc vous ne pourrez pas sacrifier ce qui est nécessaire. C'est pourquoi vous n'arriverez pas à l'atteindre. Donc trouvez l'objectif qui vous plaît, celui qui est fait pour vous. Ensuite, il faut faire un chemin pour atteindre cet objectif et surtout, ne jamais déroger du chemin. Si à un moment vous vous permettez un écart, le deuxième sera possible puisque le premier a déjà été fait, un troisième, un quatrième, tout sera tolérable. C'est pour cette raison que vous ne garderez pas la seule chose que vous devez garder du début à la fin, votre chemin pour atteindre l'impossible. Dans l'honneur de vivre, Édith Saint-Marc écrit si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Il faut que cette phrase résonne en vous. Lorsqu'on veut atteindre quelque chose qui n'est pas possible dans notre tête, il faut arrêter de réfléchir et juste sacrifier ce qui est nécessaire. Les amis, le temps, la souffrance, tout ça, on doit arrêter d'y réfléchir, les sacrifier, et c'est ainsi qu'on pourra atteindre l'impossible. C'est à vous de saisir la chance lorsqu'elle se présente à vous. Il n'y a pas de raisonnement pour atteindre l'impossible. Vous savez, lorsque vous étiez en prépa, réfléchir aux milliers d'autres prépas qui passent le concours en même temps que vous, ça ne vous sert à rien pour intégrer l'école de vos rêves. Ce qui compte, c'est travailler 2 ou 3 ans, 10 à 12 heures par jour, les maths, la physique, s'acharner pour au final intégrer l'école et se retourner et se dire ça y est, j'y suis arrivé. Je vous demande la même réflexion pour votre effort physique. Lorsque vous cherchez à battre un record du monde, lorsque vous sautez de 60 mètres de haut, ce n'est pas en se posant des questions qu'on arrive à le faire. On le fait, c'est tout. Et en se retournant, on s'extasie de ce qu'on a été capable de faire. Je vous demande exactement la même chose. Et en plus, lorsque vous pourrez accomplir ce dépassement, vous serez fier de vous. Et je vous incite à essayer de dépasser vos limites, toujours vous battre sans vous soucier du moule de Farah, sans vous soucier des influences extérieures. Vous pourrez vraiment accomplir ce qui vous rend fier de vivre. Merci d'être venu à notre TED Talk.